Il faut se lever très tôt pour obtenir une place dans l'amphithéâtre universitaire chez nous. Les amphithéâtres de nos universités datent de la période coloniale. Ils étaient donc prévus pour un nombre très restreint d'étudiants. Le sureffectif, c'est la première réalité à laquelle les étudiants noirs sont confrontés à leur arrivée à la fac. À l'université, il y a environ 70 000 étudiants pour 20 000 places assises. Deuxième problème majeur de l'enseignement supérieur chez nous, c'est le manque criant d'enseignants. C'est un enseignant pour 116 étudiants, tandis que les recommandations de l'UNESCO en la matière sont de 25 à 45 étudiants pour un professeur, selon le cycle de formation. En moyenne, dans les pays africains ou d'afro-descendants, seuls 7% des jeunes ont accès à l'enseignement supérieur, contre 76% dans les pays occidentaux. De plus, chaque année, de plus en plus de bacheliers arrivent sur les bancs de la fac. Qui sont les jeunes qui entrent à l'université? Quelles sont leurs conditions de vie? Quelles solutions s'offrent à eux pour obtenir une formation de qualité? Autant de questions qui se posent aujourd'hui. Les bibliothèques universitaires sont souvent exiguës et ne disposent pas toujours d'ouvrages spécialisés récents. La véritable question, elle est la suivante, mais peut-on faire du développement sans prendre au sérieux l'éducation dans nos pays? Caméra et montage Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé, bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le sujet du développement de nos pays. On dirait qu'on finit par accepter le fait du sous-développement des pays africains. On dirait qu'on finit par accepter le fait du sous-développement des pays d'afro-descendants. Je refuse d'accepter cela comme une fatalité. Je crois que la problématique du sous-développement est une problématique humaine et quand on prend le temps de bien la cerner, cette problématique-là, on finit par y trouver une solution. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous du sujet du sous-développement de nos pays. Au fait, je vais poser la question de manière positive. Comment amener du développement dans nos pays? Comment développer nos pays? Comment développer notre continent? Vous avez sûrement déjà réfléchi là-dessus. Moi-même, j'y ai réfléchi au cours des dernières années. Je voudrais partager avec vous le fruit de mes réflexions. Restez là, je vous veux évidemment réveiller, je vous veux éveiller. Je vous invite donc à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, à vous offrir tout ce qui est de nature, à vous garder attentif. Ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. Avant la pause, on s'était promis de réfléchir à la question du développement de nos pays. J'ai l'impression que nous finissons par prendre pour acquis le sous-développement. Nous l'acceptons comme une fatalité. C'est comme si nous les Noirs, c'est comme si nous les Africains, nous les Afro-descendants, nous sommes venus au monde pour vivre dans un contexte de sous-développement et tout ce qu'on fait, au fait, c'est de s'accommoder du sous-développement de nos pays, c'est de s'accommoder du sous-développement de notre continent. Au fond, j'ai l'impression que
même les intellectuels ne font plus aucun effort pour penser en termes de développement. Et que dire des politiciens? On dirait que même ceux qui prennent le pouvoir, eh bien, ils prennent le pouvoir pour gérer le sous-développement, pour gérer et maintenir le statu quo. Eh bien, ça, c'est une mentalité fataliste. Le sous-développement est un fait humain. Ce n'est pas une fatalité. De même, le développement, c'est un fait humain. Parce qu'il est pensé par des humains, parce qu'il est opéré par des humains. Or, ceux qui ont réussi à développer leur pays, ceux qui ont réussi à développer leur continent, ne sont pas plus intelligents que nous. Nous n'avons rien à leur envier en termes d'intelligence, en termes de capacité, en termes de compétences. Et je voudrais qu'on réfléchisse de manière systématique ce matin à la question du développement de nos pays. Car tout ce qu'on dit autour de cela n'est qu'accessoire. Si nous ne pensons sérieusement, si nous ne pensons méthodiquement à la question du développement de nos territoires. Alors on va y aller avec une définition convenue du développement, une définition simple du développement. Qu'est-ce qu'on entend par développement généralement en sciences politiques ou en administration publique? Eh bien, on entend par développement un niveau de vie dans lequel les besoins fondamentaux d'une collectivité sont satisfaits. Aussi simple que cela. Les pays développés, ce sont des pays dans lesquels les besoins fondamentaux de la collectivité sont satisfaits. Par besoins fondamentaux, on entend le manger et le boire. La population arrive à manger à sa faim. La population arrive à boire de l'eau potable. Eh bien, pourquoi cette population arrive à manger à sa faim? Mais c'est parce que l'État crée des conditions favorables à la création d'emplois. Donc, tous ceux qui sont en âge de travailler trouvent du travail. Et pourquoi les gens peuvent-ils travailler? C'est parce que l'État, n'est-ce pas, va rendre accessible l'éducation. Vous allez voir dans les pays développés, n'est-ce pas, eh bien, l'éducation, non seulement elle est obligatoire jusqu'à un certain niveau, mais elle est gratuite. On entend par développement aussi, n'est-ce pas, un niveau de vie dans lequel les soins de santé sont accessibles à tout le monde. Eh bien, quand on dit d'une région, quand on dit d'un pays, quand on dit d'un continent qu'il est sous-développé, cela veut dire que le niveau de vie de cette population est tel que les gens n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Le boire, le manger, travailler, s'éduquer, avoir accès à des soins de santé, avoir un toit pour se loger, etc. Question de vivre dignement. Mais vous notez une fois de plus que aujourd'hui, justement, dans les universités, on parle de sciences de développement précisément parce que la question du développement n'est pas une question surnaturelle, ce n'est pas une question mystique, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de fait. Comment on peut amener une collectivité à satisfaire ses besoins fondamentaux tels que je viens de les esquisser. Alors, puisque nous avons l'exemple de quelques pays dont le niveau de vie est tel que la population arrive à satisfaire ses besoins fondamentaux, eh bien nous, on peut regarder le chemin que ces pays-là ont suivi, pas pour les imiter tels quels, mais pour nous inspirer de ce qu'ils font, nous inspirer de leur modèle, nous inspirer de leur savoir-faire et adapter ce savoir-faire à ce qui se fait chez nous. Car ne l'oublions pas, le développement est toujours une notion endogène. On n'exporte pas un modèle de développement, on ne copie pas un modèle de développement. On l'étudie, ce modèle de développement, on s'en inspire, mais le développement doit être toujours, n'est-ce pas, une notion endogène. Donc, n'allez pas croire que on va développer tel pays africain ou bien qu'on va développer le continent africain à l'occidental. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est le contraire que je crois. Mais on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. Il y a des pays qui, du point de vue du niveau de vie, sont plus avancés que nous. Eh bien, nous devons apprendre d'eux et adapter ce qu'ils ont fait chez eux
à ce qui se fait chez nous? Eh bien, ce ne sera pas difficile. Tous les pays qui ont fait du développement ont accordé une priorité absolue à l'éducation. Tous les pays qui ont fait du développement accordent une priorité absolue à l'éducation. Et quand on dit l'éducation, il ne s'agit pas seulement de l'éducation primaire, il ne s'agit pas seulement de l'éducation secondaire, il s'agit aussi de l'éducation universitaire, de l'éducation postsecondaire ou professionnelle. En fait, c'est bien établi dans les sciences du développement. Il y a un rapport de cause à effet entre le niveau de vie d'une collectivité et son niveau d'éducation. Tous les pays avancés le sont parce que d'abord, les dirigeants de ce pays, parce que d'abord les élites intellectuelles de ce pays ont décidé de tirer cette collectivité vers le haut en priorisant l'éducation. J'ai commencé l'émission d'aujourd'hui en lisant un article qui a paru dans une revue et qui était consacré aux problématiques éducationnelles dans les pays noirs. Au fait, j'avais les noms de divers pays, j'ai seulement enlevé les noms des pays, mais vous notez que même en enlevant les noms des pays, c'est une réalité qui ressemble à la réalité haïtienne, c'est une réalité qui ressemble à n'importe quel pays africain. Pour quelle raison? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans nos pays qui pense éducation. Bien sûr qu'il y a des intellectuels verbeux, bien sûr qu'il y a des politiciens qui peuvent tenir de longs discours sur, n'est-ce pas, la beauté ou bien sûr la noblesse de l'éducation. Mais est-ce qu'il y a des gens qui consacrent, n'est-ce pas, de l'énergie à la nécessité de l'éducation chez nous et surtout qui contraignent ceux qui sont au pouvoir à faire de l'éducation une priorité? J'ai cité quelques chiffres tout à l'heure. Vous avez des amphithéâtres qui ont été conçus, des universités qui ont été construites avec une capacité d'accueil pour 20 000 étudiants et qui aujourd'hui reçoivent 70 000 étudiants. Mais est-ce que c'est une priorité pour nos gouvernements? Est-ce que c'est une priorité pour nos politiciens? Quand vous avez par exemple un ratio de 1 professeur pour 116 étudiants, la question de la qualité de la transmission du savoir se pose parce que enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est une véritable relation entre celui qui transmet le savoir et celui ou celle qui reçoit le savoir. Il faut qu'il y ait une véritable relation, il faut qu'il y ait une véritable chimie entre celui qui passe le savoir et celui qui le reçoit. Quand le ratio chez nous est de 1 professeur pour 116 étudiants, alors que partout ailleurs, dans les pays avancés, c'est 1 professeur pour entre 25 à 45 étudiants, ne nous posons plus la question du retard de nos pays, ne nous posons plus la question du retard de notre continent. Eh bien, notre continent est considéré comme un continent sous-développé. Nos pays noirs, nos pays d'afro-descendants sont considérés comme des pays sous-développés parce que nous mettons la charrue devant les bœufs, nous n'accordons pas la priorité à l'éducation. Un autre chiffre très désolant. Dans les pays avancés, 76% des jeunes ont accès à l'éducation supérieure dans les pays développés. Tandis que chez nous, dans les pays africains, dans les pays d'afro-descendants, seuls 7% de nos jeunes ont accès à l'éducation supérieure. Laissez-moi vous le dire, aussi longtemps que l'éducation sera considérée comme quelque chose d'accessoire, aussi longtemps que l'éducation sera considérée comme un luxe, aussi longtemps que l'éducation sera considérée comme quelque chose qui est réservé à une partie de nos populations, nos pays africains, nos pays d'afro-descendants vont continuer à tirer de l'arrière. Nous allons continuer à être considérés comme des pays sous-développés parce que nous n'accordons pas la priorité à l'éducation. Et quand je dis accorder la priorité à l'éducation,
il ne suffit pas non plus d'augmenter l'offre, de faire en sorte qu'il y ait de plus grands amphithéâtres, de faire en sorte qu'il y ait de plus grandes institutions universitaires ou de plus nombreux locaux pour l'éducation postsecondaire. Il faut aussi ajuster l'offre aux besoins du marché. Vous savez, aujourd'hui, les pays qui sont en train de se démarquer, ce sont les pays qui ont opéré et qui sont en train de réussir le passage vers ce qu'on appelle les technologies de l'information, le virage vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Eh bien, regardez le curriculum de nos écoles, regardez encore les cours qui sont offerts dans nos universités, regardez les cours qui sont offerts, n'est-ce pas, dans nos institutions postsecondaires. Eh bien, nos pays continuent de fonctionner dans un autre temps. Eh bien, le but de l'éducation, c'est de fournir à l'apprenant des outils pour influer sur son environnement, des outils pour comprendre son milieu et pour pouvoir apporter sa propre contribution à son milieu. Mais ce que nos universités offrent, ce que nos écoles offrent, ce que nos centres de formation offrent comme contenu aujourd'hui n'est pas adapté au marché. Donc non seulement faut-il augmenter l'offre et faire en sorte que tous ceux qui sont en âge de fréquenter l'université, tous ceux qui sont en âge d'aller à l'école, tous ceux qui sont en âge de recevoir une formation professionnelle puissent recevoir cette formation, mais il faut aussi adopter ou adapter, n'est-ce pas, l'offre, le contenu de l'offre aux besoins du marché. Les pays qui vont être dominants dans le monde, ce sont des pays qui opèrent le virage de l'intelligence artificielle. Ce sont des pays qui réussissent justement les technologies de l'information. Ce n'est pas normal que nos élèves, quand ils vont à l'école, en sont encore à utiliser nos vieux tableaux du Moyen-Âge. Ce n'est pas normal que nos étudiants universitaires en sont encore, n'est-ce pas, à recopier ce que le prof a dans un livre qui date de plusieurs années déjà. Alors qu'aujourd'hui, la rapidité de l'information est telle que ce qui était vrai hier peut ne plus l'être, n'est-ce pas, dans 2 ou 3 ans. Mais nos universités ne sont pas à la page parce que nos États, nos dirigeants n'accordent pas la priorité à l'éducation. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à un ancien chef d'État de mon pays d'origine, le président Jean-Bertrand Aristide. Vous savez, en général, quand quelqu'un a occupé les hautes fonctions dans nos pays respectifs, que ce soit en Afrique ou dans les Antilles, eh bien, la personne, dans sa post-présidence ou bien dans sa vie post-politique, se contente de couler ses vieux jours dans le luxe et de profiter de l'argent qu'il a économisé et qu'il a déposé dans des banques étrangères. C'est souvent comme ça, hein? Nos politiciens en général ne placent pas leur argent dans des banques chez nous, eh bien c'est de l'argent qui est placé dans des banques étrangères. Suivez mon regard, on parle ici de banques suisses, on parle ici, n'est-ce pas, des banques américaines ou des banques françaises. Eh bien, l'ancien président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, a choisi de faire autrement. En 2011, justement, il a jeté les bases de ce qui allait être aujourd'hui, n'est-ce pas, l'université de la Fondation Jean-Bertrand Aristide. Les conditions d'admission à cette université me fascinent parce que c'est vraiment une université dont les conditions d'admission reposent sur la question de l'équité des genres. Il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui sont admis ou admises dans une faculté et c'est une université dont les conditions d'admission tiennent aussi compte, n'est-ce pas, de la représentativité territoriale. On ne veut pas que les étudiants qui fréquentent cette université viennent d'une seule région ou bien d'un seul département. On veut que ceux qui se forment à cette école viennent de toutes les régions du pays. Et en plus, c'est une université dont le coût est si abordable que malgré son jeune âge, parce que c'est pas une vieille université là, eh bien, c'est l'université dont le tarif est le plus bas. Et quelle ne fut ma fierté, quelle ne fut mon émotion de regarder une cohorte de
397 étudiants qui ont reçu leur parchemin après avoir complété leur cycle de formation universitaire. Ce sont des étudiants qui proviennent des milieux ruraux d'Haïti. Et comme je l'ai dit, l'une des conditions d'admission à cette université, c'est la représentativité de toutes les zones, de tous les départements. La question de l'équité homme-femme, eh bien, quelle ne fut donc ma fierté de voir à la télévision ces 397 jeunes qui ont gradué, soit en médecine, soit en physiothérapie, soit en sciences infirmières, soit en sciences juridiques et politiques. Donc, dans des secteurs d'avant-pointe, des secteurs, n'est-ce pas, dont la société haïtienne a besoin. Et ça, c'est fait par un ancien président. Autant dire qu'on n'a pas besoin d'être en politique pour être utile à son pays. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour être utile à son pays. On peut redonner à sa communauté ce que on a reçu, n'est-ce pas, au cours de sa vie. Voilà un homme qui a utilisé son contact, qui a utilisé son réseau de connaissances auprès de Taïwan, qui a utilisé son réseau de connaissances auprès de Cuba, qui a utilisé son réseau de connaissances, n'est-ce pas, pour créer une université. Et non seulement a-t-il créé une université, mais il est en train de construire l'un des hôpitaux universitaires les plus modernes d'Haïti. Eh bien, quand les politiciens font du mal, on le leur reproche, mais quand un ancien président fait quelque chose de grand, il faut le souligner. C'est quelque chose de si rare chez nous. Bravo donc à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Donc, pour faire du développement, il faut prendre au sérieux l'éducation, il faut augmenter l'offre, il faut ajuster le contenu et il faut prendre le virage, n'est-ce pas, des secteurs de l'intelligence artificielle, il faut prendre le virage des secteurs, n'est-ce pas, des technologies de l'information, adapter le contenu de l'éducation aux besoins du marché. Les pays qui ont fait du développement, c'est aussi des pays qui accordent de l'importance à la recherche. C'est des pays, n'est-ce pas, qui accordent de l'importance à la production du savoir. Regardez, nos universités dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants, se contentent généralement de répéter ce qui se fait ailleurs. Comme si nos savants, comme si nos érudits, comme si nos docteurs étaient incapables de faire de la recherche. De fait, regardez bien, dans nos pays, ce sont des étrangers qui font de la recherche chez nous. Ce sont des étrangers qui fouillent nos sous-sols, ce sont des étrangers qui parcourent, n'est-ce pas, tous les recoins de nos pays, soi-disant parce qu'ils font de la recherche. Et ça devient une question de sécurité parce que on permet à des étrangers de fouiller dans nos sous-sols, on permet à des étrangers de fouiller nos ressources, n'est-ce pas? Et on ne sait pas à quelle fin ils fouillent véritablement nos ressources, à quelle fin ils fouillent véritablement dans nos sous-sols. Pour quelle raison? C'est parce que il n'y a pas véritablement de budget consacré à la recherche universitaire. Déjà, regardez quelle portion du budget national est consacrée à la question de l'éducation. Et en plus, regardons à l'intérieur des universités quelle portion du budget est consacrée à la recherche. Ce n'est guère étonnant que nos professeurs dans nos pays soient de véritables répétiteurs de ce qui se fait ailleurs, tandis que chaque pays qui fait du développement consacre de l'argent, consacre une somme importante à de la recherche. Eh bien, si nos politiciens ne savent pas cela, c'est à nous, la société civile, c'est à nous, les citoyens, de le leur dire, il n'y aura pas de développement si l'éducation n'est pas de qualité, il n'y aura pas de développement si l'éducation n'est pas une priorité, il n'y aura pas de développement si l'éducation, et pas seulement l'éducation primaire, secondaire, mais l'éducation supérieure n'est pas accessible à tous les jeunes qui veulent se former. On ne pourra pas faire du développement, les amis, si on n'accorde pas la priorité à l'éducation et si on ne priorise pas la production du savoir, car ce sont deux choses différentes. Mais souvent, on se pose la question, si on ne veut pas être dépendant de ces pays tuteurs qui nous exploitent déjà, de ces pays tuteurs qui nous volent déjà, comment
faire du développement en accordant la priorité à l'éducation. Où trouver les compétences? Eh bien, nous avons une manne de compétences dans nos diasporas respectives. Vous savez, il faut utiliser la diaspora contre les pays tuteurs au profit de nos pays d'origine. Il faut, au fait, pratiquer le paradigme du cheval de Troie. En réalité, lorsque les pays tuteurs ont rendu nos pays très instables, ils l'ont fait dans un but inique précis. Je dis bien un but inique, c'est de l'iniquité, c'est de l'injustice qu'ils nous font. Ils provoquent de l'instabilité, de telle sorte que les bons cerveaux, de telle sorte que les gens compétents puissent laisser nos pays et aller grossir les rangs de leur pays à eux et les aider à faire du développement. Parce que chaque individu veut pouvoir vivre sainement, chaque individu veut pouvoir élever sa famille en toute dignité, chaque individu veut pouvoir travailler. Alors, les pays tuteurs provoquent de l'instabilité chez nous pour attirer les gens compétents chez eux. Mais maintenant qu'il y a une diaspora qui est établie dans ces pays-là, une diaspora qui a ramassé un certain savoir, une diaspora qui a ramassé un certain avoir, une diaspora qui a ramassé des compétences, eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour mettre ces diasporas-là en confiance, de telle sorte que ces diasporas soient utilisées pour développer leur pays d'origine? Imaginez, les amis, si nos gouvernements dans nos pays respectifs établissaient un véritable pont entre le pays d'origine et les membres de la diaspora. Aujourd'hui, nous dépendons de la communauté internationale. Nous sommes devenus, nous les pays africains, nous les pays d'afro-descendants, des assistés sociaux internationaux. Pour peu importe le besoin que nous éprouvons chez nous, nous allons cogner à la porte de la France, nous allons cogner à la porte des Américains, nous allons cogner à la porte des Anglais. Et aujourd'hui, nous cognons à la porte des Chinois, comme si les Chinois étaient des anges. Faisons attention, hein. Il ne faut pas passer d'un empire à un autre empire. Eh bien, qui finance commande? Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit la Russie, ou aujourd'hui, n'est-ce pas, la Chine, dès qu'un pays commence à te financer, il va te dicter ses propres lois, il va te dicter tes propres conditions. Alors que, précisément, l'aide, suivez mon regard, que ces pays tuteurs nous offrent, nous avons les mêmes compétences dans nos diasporas. Nous n'avons pas besoin de demander à un pays tuteur de nous envoyer des formateurs pour former des médecins. Nous n'avons pas besoin de demander au pays tuteur de nous envoyer des ingénieurs pour former nos jeunes ingénieurs. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de quoi que ce soit entre les mains des pays tuteurs, puisque nous avons une diaspora qui est si bien établie, qui a acquis ou qui a accumulé tant de compétences que ce n'est qu'une question d'imagination. Ce n'est qu'une question d'intégration. Ce n'est qu'une question d'inclusion pour que non seulement moi qui suis originaire d'Haïti, mais mes enfants qui sont nés ici puissent mettre leurs compétences au service d'Haïti. Aussi longtemps que nous pensons en termes d'un paradigme dualiste, aussi longtemps que nous pensons en termes d'un paradigme, n'est-ce pas, manichéen, il y a les gens du dedans, il y a les gens du dehors, nous allons continuer à traîner la patte parce que le développement se fait avec des humains et nous avons un grand avantage. Les pays tuteurs nous ont divisés, ils nous ont éparpillés à travers le monde, mais maintenant que nous avons passé 10 ans, 20 ans, 30 ans chez eux, nous avons accumulé un certain avoir. Nous avons accumulé un certain savoir et nous sommes prêts à mettre ce savoir, à mettre cet avoir au service de nos pays respectifs. Imaginons, les amis, s'il y avait un programme de transfert de nos épargnes des banques étrangères vers les banques de nos pays respectifs. Voyez, tous ces problèmes de capitaux que nous éprouvons, tous ces problèmes de nouveaux fonds que nous éprouvons, ces problèmes-là seraient résolus, le temps de le dire. Et Dieu sait que ceux qui sont en diaspora ont un certain pouvoir, que dis-je, ont un pouvoir certain de consommation. Qu'attendons-nous pour établir des passerelles
entre les médecins de la diaspora et les médecins des pays respectifs? Qu'attendons-nous pour établir des passerelles entre les ingénieurs de nos diasporas et les ingénieurs de nos pays respectifs? Qu'attendons-nous pour établir des passerelles entre les professeurs de nos pays respectifs et les professeurs de nos diasporas? Les amis, nous voyons bien que la question du développement n'est pas une question utopique. La question du sous-développement n'est pas une fatalité. Il nous manque d'hommes et de femmes de bonne foi qui pensent développement. Les pays qui sont aujourd'hui développés, ce sont des pays dans lesquels il y a des gens qui pensent, il y a des idéologues, il y a des spécialistes de sciences politiques, il y a des sociologues, il y a des spécialistes, n'est-ce pas, de l'administration publique qui disent voici comment on fait du développement. Et les politiciens les écoutent parce que ce sont des experts du développement. Mais dans nos pays, on improvise la politique. N'importe qui ose se lancer en politique parce qu'il voit bien que ceux qui ont fait de la politique sont riches. Eh bien, eux aussi, ils se disent, la seule façon pour nous de devenir riches et de devenir rapidement riches, c'est de faire de la politique. Ce n'est guère étonnant que nos pays traînent toujours dans la boue parce que le développement se pense et il se pense par des gens qui en ont les capacités. Donc, si on veut faire du développement, les amis, il faut institutionnaliser nos diasporas. Dans le cas d'Haïti, ça fait plus de 100 ans qu'il existe une émigration haïtienne. Imaginez depuis 100 ans le nombre d'Haïtiens qui ont voyagé. Imaginez depuis 100 ans le nombre de petits Haïtiens qui sont nés et qui éprouvent une identité haïtienne forte. J'imagine c'est la même chose pour chacun de nos pays respectifs. Eh bien, c'est aux politiciens d'établir des passerelles entre les diasporas et les habitants de nos pays pour qu'on dise hey, arrêtons de quêter, n'est-ce pas, ce que la France veut bien nous donner. Arrêtons de quêter l'aide ou la coopération nord-sud. Faisons le développement avec nos propres fils. Faisons le développement avec nos propres filles. Nous en avons les moyens. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. On dirait que nos politiciens ne fournissent aucun effort particulier pour intégrer la diaspora. En fait, tout ce qu'on attend de nous, c'est qu'on envoie de l'argent. Tout ce qu'on attend de nous, c'est qu'on aille passer nos vacances là-bas. Tout ce qu'on attend de nous, c'est qu'on construise, n'est-ce pas, une maison là-bas, mais ça suffit pas là. Il faut mettre en place un nouveau cadre législatif. Il faut mettre en place, n'est-ce pas, des conditions de sécurité pour la diaspora. Il faut mettre en place des conditions pour que les gens qui vivent dans un pays où aujourd'hui il y a de la sécurité puissent se dire, tiens, si je retourne chez moi, au moins j'aurai de la sécurité. Je n'ai pas de difficulté à mettre l'épaule à la roue. Je n'ai pas de difficulté à prendre mon argent d'une banque au Canada et le placer dans une banque dans mon pays d'origine. Mais encore faut-il que les politiciens soient sérieux et qu'ils me donnent la garantie de la sécurité lors de mon retour. Or, pour arriver à cet état de fait, les amis, il faut s'occuper aussi de la question de la corruption. La corruption devient une affaire trop banale chez nous. C'est comme si la corruption est quelque chose de normal. Non, la corruption n'est pas quelque chose de normal. La corruption, c'est du vol. Quand quelqu'un détourne l'argent qui appartient à tout le monde, quand quelqu'un prend l'argent qui était affecté à faire du développement et qu'il le détourne, n'est-ce pas, vers ses comptes bancaires personnels, il est en train de nous priver, n'est-ce pas, de ce qui nous regarde. Il est en train de nous priver de ce qui est essentiel. Construction d'écoles, construction d'hôpitaux, construction de routes, etc. Il faut être vigilant. J'allais même dire, il faut être violent contre ceux qui volent notre argent.
On accepte que les politiciens s'enrichissent comme si entrer en politique devrait être motivé par le désir de faire d'argent. On n'entre pas en politique pour faire d'argent, on entre en politique pour servir les autres. Et on ne pourra pas faire du développement si on n'accorde pas de l'importance à la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est pas seulement l'affaire des autorités, c'est l'affaire de monsieur et madame tout le monde, c'est votre argent aussi. Ceux qui sont corrompus dans nos pays devraient avoir honte. Ceux qui sont corrompus dans nos pays devraient avoir peur. Ceux qui sont corrompus dans nos pays, n'est-ce pas, ne devraient pas avoir la tranquillité d'esprit. Ils devraient, n'est-ce pas, regarder autour d'eux, craignant d'être lynchés, craignant d'être lapidés, craignant d'être arrêtés. Et pourtant, c'est le contraire qui arrive. Quelqu'un entre en politique, il vole et puis il nargue les autres. Il entre en politique, il vole, il méprise les autres. Il entre en politique, il vole et on le présente comme un modèle. Pas du tout. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut combattre la corruption par les moyens les plus drastiques. Et si nos dirigeants tardent à le faire, c'est à la population civile de le faire. C'est aux médias de dénoncer la corruption. Il ne faut pas être complaisant avec la corruption parce que la corruption, c'est le problème numéro 1 chez nous. Pour faire du développement aussi, les amis, il faut protéger la jeunesse contre la drogue. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté une émission dans laquelle j'ai affirmé et j'ai démontré que la drogue est une arme de guerre. C'est une arme de guerre qui est utilisée contre les peuples noirs, contre les Africains, contre les Afro-descendants. Et lorsqu'on ouvre nos frontières à la drogue, en sorte que nos jeunes pensent que c'est normal de se droguer, nos jeunes pensent que c'est cool de se droguer, ça devient une question de sécurité. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de nos pays. Nos dirigeants politiques doivent être durs dans leur lutte contre la drogue. Nous avons la responsabilité de protéger notre jeunesse contre la drogue. Et quand je dis la drogue, c'est aussi toute la violence qui entoure la drogue. Quand je dis, n'est-ce pas, drogue, c'est aussi toute la délinquance qui, n'est-ce pas, qui entoure la drogue. On ne peut pas faire du développement avec une jeunesse droguée. On ne peut pas faire du développement avec une jeunesse aliénée qui fonctionne, n'est-ce pas, comme de véritables animaux parce que elle ne travaille pas, cette jeunesse-là, pas par sa faute, par la faute de ceux qui ne créent pas des conditions favorables à l'émergence ou à la création de l'emploi. Mais pour faire du développement, il faut protéger la jeunesse contre la drogue. Et vous savez pourquoi nos jeunes se tournent vers la drogue? Mais parce qu'ils sont désenchantés. La jeunesse a arrêté de rêver. Vous savez qu'on commence à mourir le jour où on arrête de rêver. On vit de rêves. Lorsque les jeunes regardent autour d'eux, lorsqu'ils regardent le genre de politiciens qu'ils ont, lorsqu'ils regardent leur pays, ils disent, écoutez, quel avenir nous est réservé? Et dans leur découragement, eh bien, ils se droguent parce que pour eux, c'est un exutoire. Ils se droguent parce que pour eux, c'est un exil. Au fait, par la drogue, nos jeunes sont en train de s'exiler chez eux. Nous n'avons pas le droit de tuer le rêve de nos jeunes. Nous n'avons pas le droit de tuer l'utopie de notre jeunesse. Eh bien, c'est ce que nos politiciens sont en train de faire. À force de leur boucher l'horizon, à force de leur barrer la route par la corruption et par le manque de services dans nos pays, eh bien, les jeunes finissent par ne plus y croire. Ils se droguent et les pays tuteurs se frottent les mains. Nos pays sont riches en ressources, notre jeunesse est en train de se droguer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Plus notre jeunesse sera droguée, moins d'avenir il y aura pour nos pays et nos ressources vont être mises au service des pays tuteurs, comme ça a toujours été le cas. On fait du développement aussi, les amis, en bâtissant la conscience identitaire. Vous savez, tous les pays développés le sont parce qu'il y a ce que j'appelle des bâtisseurs de fierté identitaire. Regardez les pays émergents. Des pays comme la Chine, qui à bien des égards est un pays autoritaire. Des pays comme la Russie, qui à bien des égards est un pays autoritaire. Mais vous allez voir, ces pays-là sont considérés précisément comme des pays émergents parce qu'il y a une élite qui se donne pour mission de construire la fierté identitaire de cette jeunesse.
nous n'avons, nous, de la première génération, aucun souci de semer cette fierté identitaire dans la génération montante. En sorte que, si nous organisons un sondage auprès de nos jeunes, et que nous leur demandions s'ils sont fiers d'être africains, s'ils sont fiers d'être afro-descendants, eh bien, je suis désolé de vous le dire, 9 fois sur 10, ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, c'est parce que nous ne leur fournissons pas, n'est-ce pas, les raisons pour être fiers. C'est à nous de semer cette conscience identitaire. C'est à nous de semer cette fierté identitaire. On ne fait pas du développement quand la population n'est pas fière de son pays. On ne fait pas du développement quand la jeunesse n'est pas fière de son pays. Et c'est à nous, la génération première, de semer cette fierté identitaire dans la génération montante. Pour faire du développement aussi, l'État doit mettre sur pied les conditions propices à la création d'emplois pour la population et pour la jeunesse. Et j'ai déjà dit que souvent dans nos pays, nous pensons à l'envers. Nous disons, ah oui, mais on va créer des emplois, etc. Mais créer des emplois, c'est mettre sur pied des conditions propices à la création de l'emploi. Voyons quelques-unes de ces conditions. Des pays qui créent de l'emploi, c'est des pays qui se sont donné la peine de former adéquatement leur population. Nos populations ne sont pas formées, notre jeunesse n'a pas accès à l'éducation et puis nous nous leurrons en disant que nous allons créer des emplois. Mais c'est la pensée magique, ça. Regardez les pays émergents, encore une fois. Ce sont des pays, n'est-ce pas, dans lesquels l'État prend le temps de former adéquatement sa jeunesse, prend le temps de former adéquatement sa population. Et quand je dis former adéquatement sa jeunesse, ça veut dire aussi la valorisation des techniques et des métiers. On ne peut pas tous être médecins, on ne peut pas tous être ingénieurs ou avocats. Il y a des métiers qui sont fondamentaux dans une société. Pensez à un plombier, pensez à un charpentier, pensez à un menuisier, pensez aujourd'hui, n'est-ce pas, à un technicien en informatique, etc. Mais il faut enseigner et valoriser les métiers dans nos pays. Et savez-vous, précisément parce que on ne prend pas le temps de former adéquatement notre jeunesse, parce qu'on ne prend pas le temps de valoriser ces métiers, eh bien aujourd'hui dans nos pays, n'importe qui s'improvise maçon, n'importe qui s'improvise bâtisseur, n'importe qui s'improvise électricien, avec les conséquences que l'on voit. Donc, pour créer des emplois, il faut mettre sur pied des conditions propices justement à la création d'emplois. Eh bien, pour faire du développement aussi, ça prend des infrastructures. Ça prend des routes, ça prend de l'électricité, ça prend aujourd'hui Internet, ça prend de l'eau potable, ça prend des hôpitaux, ça prend des postes de police, etc. Or, tout ce que je viens de dire là, dans nos pays, mais ce sont des luxes. Pour quelle raison? Parce que nos politiciens détournent l'argent qui devrait être consacré aux routes, qui devrait être consacré, n'est-ce pas, à l'électricité, qui devrait être consacré aux soins de la santé. Nos politiciens détournent cet argent-là vers leur compte personnel et conséquemment, puisqu'il n'y a pas ces infrastructures-là, les investisseurs ne sont pas intéressés à venir investir dans un pays où il n'y a rien. Pour faire du développement aussi, il faut une fiscalité simple, une fiscalité adaptée et qui encourage l'entrepreneuriat. Tiens, voilà quelque chose qu'on devrait enseigner à nos jeunes, et cela dès le cycle du primaire. Plutôt que d'attendre qu'on leur donne du travail, imaginez si on enseignait à nos jeunes qu'ils ont du talent, si on leur enseignait qu'ils peuvent eux-mêmes créer quelque chose duquel ils vont vivre. Ça s'appelle justement l'esprit entrepreneurial. Eh bien, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner dans nos écoles et valoriser auprès de nos jeunes. Chez nous, malheureusement, on confond l'entrepreneuriat avec la débrouillardise. La pauvreté est telle, nos États sont si défaillants que chacun veut se débrouiller pour vivre. Au fait, je félicite nos populations qui font preuve d'une telle ingéniosité en imaginant quelque chose
duquel chacun va vivre. Mais malheureusement, ça c'est de la débrouillardise, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Et vous savez pourquoi ces gens-là se débrouillent sans nécessairement se lancer une entreprise solide, une entreprise correcte? C'est parce que, un, ils n'ont pas la formation et de deux, l'État ne leur facilite pas la tâche en imposant une réglementation aux banques de telle sorte que les crédits soient accessibles à tout le monde, les amis. J'en ai parlé dans une émission précédente. Dans les pays qui sont développés, les crédits sont accessibles à tout le monde. Les gouvernements, par des réglementations, font en sorte que les banques ouvrent, n'est-ce pas, leurs crédits à tout le monde. Ce n'est pas normal que dans nos pays, l'accès au crédit demeure un luxe. Même le microcrédit demeure un luxe dans nos pays. Mais comment peut-on faire du développement? Comment peut-on se lancer en entreprise s'il n'y a pas de capitaux? Et ce sont les gouvernements qui doivent adapter leur réglementation bancaire de telle sorte que les banques puissent ouvrir leur crédit, puissent offrir du financement, offrir des capitaux à ceux qui veulent faire du développement. Pour faire du développement, l'État doit faire des choix stratégiques. On fait du développement avec ses ressources. On fait du développement en fonction de ce qu'on a. Or, le langage qu'on utilise justement en management, c'est que chaque pays a son propre diamant. Imaginez, exemple, si nos pays investissaient dans la culture, notre cuisine, notre littérature, notre musique, notre cinéma, si l'État y investissait des sous, tout cela pourrait constituer des pôles stratégiques de développement. Eh bien, pour faire du développement, il faut qu'il y ait des gens qui pensent stratégie, des gens qui disent, écoutez, voici les axes de développement que l'on va choisir, voici en quoi nous allons investir, voici en quoi nous allons former notre jeunesse pour que nous devenions excellents dans ce pôle-là et que par ce pôle, nous puissions tirer notre collectivité vers le haut. Pour faire du développement aussi, mais il faut mettre sur place des conditions de travail plus humaines. Regardez, nos États nationaux laissent des étrangers exploiter nos populations. Regardez parfois dans quelles conditions des enfants travaillent. Regardez dans quelles conditions des femmes travaillent pour des firmes étrangères. Regardez le salaire qu'on leur consent. Ces gens-là travaillent, mais ils travaillent pour rien car ils n'arrivent même pas à apporter à manger à leur famille et pourtant ils travaillent. Eh bien, les États respectifs doivent penser sérieusement la question du salaire minimum. On ne peut pas toujours laisser une compagnie privée décider, n'est-ce pas, du tarif horaire d'un travailleur. L'État doit intervenir parfois pour dire non, le salaire minimum chez nous sera de tel montant. Question de s'assurer que ceux qui travaillent soient moins pauvres justement que ceux qui ne travaillent pas, en tout cas qu'ils puissent mener une vie en toute dignité et en toute décence. Pour faire du développement, il faut encourager l'agriculture dans nos pays. Par nos politiques douanières, nous sommes en train de tuer l'agriculture. Nous sommes en train de tuer, n'est-ce pas, le travail de nos agriculteurs parce que nous ne faisons pas attention à ce que nous importons. Nous n'encourageons pas la production locale. Nos marchés sont inondés de produits étrangers et pire, eh bien, nos nationaux tirent plus fierté à consommer ce qui vient de l'étranger que ce qui vient de chez nous. Alors que justement, on se développe lorsque on encourage la production locale. On se développe lorsqu'on met des barrières à l'entrée, n'est-ce pas, excessive de produits étrangers pour encourager la production locale. Imaginez, nous avons une longue tradition de respect pour l'agriculture. Nous avons une longue tradition de sacralité pour l'agriculture. Au nom de la modernité, nous sommes en train de bazarder tout cela et ouvrir nos frontières à l'entrée de produits étrangers. Eh bien, tradition et développement ne s'opposent pas. On peut valoriser nos traditions tout en développant nos communautés. Et c'est précisément à cela que nos politiciens devraient s'attaquer. Enfin, pour faire du développement, il faut désenchanter nos milieux.
Nos milieux sont habités par trop de dieux, par trop de religions. En sorte que pendant longtemps, on dirait que nous avons confié au bon Dieu, peu importe son nom, la responsabilité du développement de nos pays. C'est comme si nous avions signé un pacte avec le bon Dieu en lui disant, écoutez, nous allons nous consacrer à ton service, nous allons nous rendre, n'est-ce pas, à l'église tous les jours, nous allons nous rendre à la mosquée régulièrement, mais s'il vous plaît, développez nos pays. Mais, à en juger par les résultats, vous notez que ce ne sont pas des religions qui développent des pays, ce ne sont pas les dieux qui développent les pays. Au fait, c'est même le contraire qui arrive. Plus on se consacre à la bondieuserie, plus on se consacre à la religiosité, moins de temps on a pour penser développement en des termes humains. Or, malheureusement, parce que nos États n'offrent aucun filet, malheureusement parce que nos populations, justement, n'ont aucune sécurité sociale, eh bien, pendant longtemps, on leur a fait croire que la question du développement ou du sous-développement était une question de croyance, était une question de foi, était une question de religion. À l'évidence, c'est faux. Donc, pour faire du développement, je ne saurais trop insister là-dessus, il faut réduire à leur plus simple expression les religions dans nos pays. On ne peut pas faire du développement avec une pensée magique. On ne peut pas faire du développement en pensant que c'est Dieu qui est responsable de l'agriculture, c'est Dieu qui est responsable des mauvaises récoltes. On ne peut pas faire du développement en baissant les bras en tant que citoyen, en abandonnant nos responsabilités aux mains des dieux. Rappelons-nous, le développement, tout comme le sous-développement, est un fait humain. Ce sont des humains qui font du développement et les humains qui font du développement s'y consacrent entièrement. Ça me brise le cœur de voir nos si beaux pays. Nos pays qui ont une si belle jeunesse, mais une jeunesse qui ne sait plus à quel saint se vouer justement. Vous notez, nos jeunes ont à ce point perdu espoir dans l'avenir qu'ils sont prêts à se jeter dans la mer pour se rendre dans un autre pays qui leur réserve un accueil on ne peut plus inhumain, parfois qui les laisse périr en mer. Je connais des frères haïtiens qui ont marché des jours et des nuits en quête d'une vie meilleure dans un autre pays. Mais bon Dieu, et pourtant nos pays sont riches en ressources. Dans nos pays, il y a des gens qui continuent de voler, qui continuent de détourner les ressources, n'est-ce pas, qui appartiennent à tous et à toutes. Et pourtant, nous avons des jeunes qui risquent leur vie parfois avec des bébés en main. Nous avons des femmes enceintes qui marchent des jours et des nuits. J'ai entendu des témoignages d'hommes et de femmes qui ont marché pas moins de 30 jours pour se rendre dans un autre pays. Pour quelle raison? Nos pays sont riches en ressources, ils ont de beaux soleils, ils ont de belles plages, nos sous-sols sont extrêmement riches, mais à qui profitent ces richesses? À d'autres. À un moment donné, il faut se regarder au miroir et dire pourquoi les autres arrivent-ils à se développer et pas nous? Eh bien, pas nous, parce que nous ne prenons pas au sérieux la liste que je viens de vous présenter. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura été utile. J'espère surtout qu'elle va servir à nous conscientiser un petit groupe, à nous conscientiser un gros groupe, à nous conscientiser en tant que jeunes, à nous conscientiser en tant qu'aînés pour dire, écoutez, nous n'avons rien à envier aux autres en termes de compétences, nous n'avons rien à envier aux autres en termes d'intelligence. Tout ce qu'il nous manque, ce sont des dirigeants conscients qui veulent tirer véritablement leur communauté vers le haut. On est ensemble, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Partagez cette vidéo, faites-en des extraits et que ce qui est dit sur cette chaîne parvienne aux bonnes oreilles et que nos pays puissent changer enfin de visage. Bonne semaine, on est ensemble. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et
toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.